Un immense merci de nous avoir ouvert sur toutes les pistes. On aurait pu consacrer tout le colloque uniquement à commenter tout ce que vous avez dit de précieux. Qu'est-ce qui prend... Vous vous présentez si vous dérange Donc, pas, on peut poser des questions aussi bien à Serge sur l'exposé qui vient de finir et sur Gilles. Marie-Françoise Rothenberg, ingénieure en nouvelles technologies. Je suis toujours très étonnée que les mêmes personnes fassent des injonctions contradictoires à l'égard des nouvelles techno, et en l'occurrence ce dont vous avez parlé, parce qu'ils n'admettent pas que leurs données soient collectées, analysées sur tous les réseaux. En même temps, ils trouvent absolument scandaleux qu'une image pornographique ou une image terroriste ne soit pas censurée par les mêmes opérateurs de réseau. Et alors là, ils n'en peuvent plus si, en fait, l'algorithme s'est trompé et qu'il s'agissait de l'œuvre d'un artiste ou d'un journaliste. Donc, je voulais savoir si vous considérez que c'est un manque d'éducation et que ces gens, effectivement, ne se rendent même pas compte qu'ils ont des injonctions contradictoires, ou si ils ont un peu raison et qu'on pourrait faire mieux. Non, moi, c'était plutôt par rapport... Vous dites qu'il y aura des robots qui vont peut-être pratiquement tout remplacer. Or, dans le travail, je pense que c'est assez banal de le dire, mais malgré tout, il faut y penser. Même la caissière du supermarché. Moi, par exemple, je vais être très peu aux caissières automatiques parce que je me dis, le jour où tout sera automatisé, il n'y aura plus de travail pour ces personnes-là. Le travail, c'est aussi ce qu'on y fait, les gens qu'on rencontre, toute la sociabilité qui va autour. Et ça, c'est indispensable dans les soins. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on me dit que les aides-soignantes, les infirmières vont être remplacées par des robots. J'étais dans le monde de la santé. Je veux dire, qui va remplacer l'attention, l'expression de la souffrance, comment on peut apporter du bien-être, etc. La connaissance de la personne intime, puisque je veux dire, quand on soigne quelqu'un, enfin moi j'étais en cancéro, donc on soigne les gens qu'on connaît, enfin qu'on rencontre souvent, eh bien, qui va remplacer ça? Donc voilà, moi c'est vraiment ce côté-là qui me questionne. Merci de belles interventions. Une dernière intervention avant qu'on passe à quelques réponses. Gilles Bernardin, donc moi je dirige l'espace éthique azurien qui fait partie de l'espace éthique PACA Corse. Ce qui me fait m'interroger, c'est est-ce qu'on est arrivé au point de rupture avec ces fameux algorithmes qui, pour des béotiens comme moi, on m'a dit que c'est une boîte noire, il y a des données qui rentrent, il y a un résultat qui sort et on ne saurait plus ce qui se passe au milieu. Voilà. Est-ce qu'on est arrivé à ce moment-là de la technique où on n'est plus capable d'expliciter pourquoi en rentrant telle donnée, on a tel résultat? Par exemple, l'exemple qui est souvent cité, c'est qu'une personne peut se retrouver interdite de vol d'entrer sur le territoire américain et finalement, personne n'est plus capable de dire finalement pourquoi. Est-ce qu'on est arrivé à ce moment-là, à ce point de rupture ou pas? Alors, moi, je vais commencer par répondre à la deuxième question parce que je l'ai le plus en tête et que c'est un peu aussi, je me sens un peu responsable d'avoir mal expliqué. J'ai forcé le trait. Bien sûr, tout n'est pas faisable et en tout cas, on ne sait pas quand par des machines. Donc, par contre, ce qui est vrai, c'est que les êtres humains peuvent être de plus en plus aidés par les machines. Et pour reprendre votre exemple de l'hôpital, il y a énormément de tâches à l'hôpital qui sont réalisées par des êtres humains, qui sont saturés de boulot, qui sont en point de rupture en permanence parce qu'ils ne sont pas assez nombreux pour des questions de performance économique. Et donc, des machines pourraient permettre à ces personnes d'être plus dans le temps, d'avoir le temps de parler aux malades, donc d'être plus dans l'empathie, par exemple, d'avoir le temps de vraiment discuter, parce que tout un paquet de tâches qui sont indispensables, qui sont vraiment très importantes aussi, mais qui pourraient être mécanisées, le seraient. Donc je vais finir par un exemple aussi que j'aime bien prendre, c'est tous les soirs, j'appelle ma mère. C'est une habitude, ça lui fait vachement plaisir. Je l'appelle, et donc j'ai repris ça d'ailleurs dans une des nouvelles. Je pourrais imaginer un bot qui appelle tous les soirs pour moi. Parce que essentiellement, la discussion est quand même pas très philosophique. C'est qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ça va bien, papa va bien, blablabla. Donc c'est pas un bot pourrait sans problème le faire avec ma voix, etc. D'ailleurs, peut-être qu'elle s'ennuie aussi et qu'elle prendrait bien un bot pour me parler, parce que l'important, c'est que j'ai appelé, c'est pas forcément qu'elle me parle. Enfin bon, ça c'est autre chose.
Mais la question, c'est que j'imagine que ça fait partie de mon humanité. J'ai envie de l'appeler. J'ai pas envie que ce soit une machine qui le fasse. Donc il y a des choses qui sont pas détournables. Et pour finir, je parlais du travail productif de biens et de services. Il y a beaucoup d'autres tâches pour lesquelles nous ne sommes pas rémunérés. Et quand vous êtes à l'école, quand vous apprenez, quand vous êtes au collège, au lycée, à l'université, c'est pas un travail productif rémunéré. Quand vous travaillez dans une association, c'est pas un travail productif rémunéré. La culture, très souvent, c'est pas productif et rémunéré. La plupart des écrivains ne vivent pas de leur écrit. Quand vous êtes à la retraite, vous pouvez être très actif sans être productif et rémunéré. Donc je parlais plutôt du travail de production de biens et de services. Et j'ai peut-être un peu exagéré le trait, c'est de plus en plus remplacé par du travail des machines, et pas forcément totalement. Ça, c'est la première. Je continue ? Ou tu veux Je veux juste ajouter une chose sur ce sujet, c'est qu'en fait, c'est même pas la définition, mais enfin c'est un des principes de la bioéthique. Tout ce qui est possible n'est pas forcément souhaitable. Donc après, évidemment, c'est justement à nous de décider. Enfin, et c'est culturel parce qu'on peut imaginer des pays. On pense au Japon où justement. On se demande s'ils préfèrent pas être justement pris en soin pris en charge par des robots plutôt que par des immigrés. C'est un peu caricatural, mais c'est l'image qu'en fait on a de l'extérieur. Donc c'est ce fait de dire on veut pas que les soins des personnes âgées soient opérés par des robots. Je dirais c'est presque une évidence chez nous. Je veux dire, lors des états généraux de la bioéthique, c'est quelque chose qui est revenu systématiquement. C'est quelque chose qui ne va pas arriver, en tout cas dans l'état de la société actuelle, parce que les gens ne le veulent pas. Donc on ne va pas leur imposer ça, c'est évident. Et donc je pense que voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont possibles et qu'on ne fait pas. Et ça fait partie des choses qui, à mon avis, n'arriveront pas. Alors, on peut passer peut-être à la première question. Je ne suis pas certain d'avoir tout compris, mais l'idée, c'est que vous pensez que, si j'ai bien compris, vous me dites non si ce n'est pas ça, c'est que les gens ont des attitudes contradictoires en voulant que leurs données restent privées et ne soient pas divulguées, et en même temps en voulant qu'elles soient utilisées, en s'énervant parce qu'ils trouvent du matériel pornographique et qui en même temps, quand on va interdire l'œuvre de Courbet, vont trouver ça complètement scandaleux. Si j'ai bien compris, je suis d'accord avec vous et j'aurais tendance à dire que la cause principale de tout ça, c'est l'ignorance. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation qui est dramatique. Je vais passer dans le noir. Non, on est dans une situation qui est très sérieuse parce qu'on a une nouvelle technologie qui s'est développée, qui est rentrée dans nos vies à la vitesse de la lumière et qui, d'une certaine façon, une vaste majorité de la population ne comprend pas. Pourquoi ? Parce qu'une vaste partie de la population, quand elle est passée à l'école, quand elle est passée au collège, a appris les sciences du 19e siècle ou du début du 20e. On a eu des cours qui nous ont appris le moteur à explosion. C'est vachement bien, mais ça n'explique pas l'iPhone, en caricaturant. Donc je pense qu'une grande part de corriger ce problème-là, c'est l'éducation de la population. Et là, je pense que ça vient. On voit arriver l'enseignement de l'informatique au collège et au lycée. Donc ça, c'est un premier pas. Mais je pense que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que c'est la base. Si on ne comprend pas les techniques, on ne peut rien comprendre. Donc il faut déjà avoir une approche scientifique qui permette d'expliquer que les gens, sans devenir des spécialistes de la programmation, savent programmer, que les gens comprennent ce que c'est que le cloud sans que ça leur paraisse mystérieux, que les gens comprennent ce que c'est qu'un algorithme d'apprentissage et qui fait des erreurs. Tout ça, ça doit faire partie de notre culture. Mais à partir de là, je pense qu'il y a aussi des dimensions sur comment on utilise cette technologie, comment on utilise un réseau social, comment on se protège, comment on protège ses données, qui devrait faire partie du cursus des élèves. Et puis à la fac, l'éthique, comment on fait de la recherche dans ces domaines-là. Mais pour moi, la question principale, si j'ai bien compris votre question, la réponse principale, c'est l'ignorance.
Est-ce que aussi une des questions éthiques qui se posent, c'est on n'a pas l'intelligence de ces questions. On nous parle d'intelligence artificielle, entre guillemets, mais aujourd'hui, conceptuellement, on n'arrive pas à se représenter en quoi, d'un point de vue anthropologique, ça remet tout en cause. Et quand vous dites, effectivement, il n'y a pas eu d'éducation, mais surtout, on est dans un contexte de dérégulation. Tout à l'heure, Gilles faisait appel finalement à une idée, c'est refonder la relation sciences-société. Pour autant qu'on puisse dire que c'est ce qui se développe au niveau, par exemple, du numérique n'est que scientifique. Enfin, on pourrait poser la question, même sur le statut de la scientificité de cette démarche. Mais la vraie question, quand tu dis refonder, on s'est rendu compte, au cours des États généraux de la bioéthique, que les personnes sont inquiètes par rapport à la complexité dont on a le sentiment que personne ne maîtrise véritablement ni les déterminants ni les enjeux, pour ne pas parler des conséquences. Et un deuxième point, tout à l'heure vous avez dit à très juste titre qu'il y a le temps humain, par exemple du procès. Ricoeur en parle, de la procédure, c'est-à-dire comment effectivement il y a le temps de la délibération, de l'argumentation contradictoire. Mais là on a l'impression qu'on n'est plus que dans un immédiat qui nous est imposé. Il y a une espèce de force, j'allais dire, inéluctable, irrépressible, et en plus par certains, c'est-à-dire le pouvoir de cette force, il est détenu par un certain nombre d'entreprises, avec des enjeux beaucoup plus économiques que politiques, même si aujourd'hui, ça remet complètement en cause notre démocratie. Donc je pense que c'est la complexité de cette affaire qui me permet de dire que ce n'est pas uniquement réduit au fait d'éduquer la population. C'est effectivement comment aujourd'hui, est-ce que c'est encore possible, quand on voit, et je termine là-dessus, la difficulté de maîtriser quoi que ce soit en matière d'évolution en bioéthique. Est-ce que dans des domaines aussi sensibles, avec autant d'enjeux aussi économiques et de pouvoir, est-ce qu'on a la moindre possibilité de penser que demain sera à la hauteur d'une espérance, disons humaniste, pour ne pas employer un mot qui est déjà compromis? Si je croyais que non, je m'arrêterais, mais je pense que oui, et je pense que dans votre question, il y avait déjà des aspects de réponse. Par exemple, je crois, que, comme vous l'avez souligné, que la rapidité du temps numérique, la rapidité du monde numérique est un des grands problèmes de notre société. Donc c'est un problème parce que, je vais prendre juste un exemple. Quand on a commencé avec l'informatique, on vous mettait un moteur de recherche, disons années 90, on vous mettait un moteur de recherche, il vous donnait des réponses et puis vous choisissiez parmi ces réponses et puis vous aviez plus de contrôle sur ce qui se passait. Vous pouviez écrire un peu de code. Les gens qui avaient ça étaient plus éduqués et ils participaient plus. Puis sont arrivés les moteurs nouvelle génération qui vous balançaient tout de suite les meilleures réponses et puis vous n'alliez pas chercher plus loin. Avec les assistants vocaux, vous avez l'étape d'après, c'est-à-dire que vous allez poser une question et puis la machine va vous répondre. Elle va choisir pour vous. Vous voulez une pizza, elle va vous la commander, elle aura choisi le resto, etc. Donc on est dans un mode d'infantilisation. Ces machines peuvent faire de plus en plus de choses pour vous, donc vous êtes de plus en plus considéré comme un enfant, et donc vous n'avez de moins en moins de décisions à prendre. Mais ça, c'est votre choix. Vous n'êtes pas obligé de dire oui. Donc c'est pour ça que je pense que ça passe d'abord par l'éducation, pour que vous puissiez vous ayez les moyens cognitifs de maîtriser, de choisir, de décider. Et en plus, après, ça passe par une volonté personnelle d'aller moins vite, de gérer mieux les choses, de prendre le temps. Alors c'est plus compliqué parce que c'est vrai que vous pouvez accepter tous les choix prédécidés par la machine, vous pouvez prendre une machine qui décide de plus en plus de choses pour vous. Oui, peut-être, mais vous pouvez aussi aller sur un système comme Linux et puis choisir un peu ce que vous faites, choisir vos applications, contrôler ce que vous faites. Alors encore une fois, je pense pas, pour boucler sur votre question, je ne pense pas que ce soit facile. Et je pense que ce n'est possible que si nous sommes aidés par les gouvernements. Donc, par exemple, il y a des lois à l'étude en ce moment pour empêcher Alors, on est dans le détail, je suis d'accord, mais la vie est pleine de détails comme ça. Pour empêcher les gens qui vous vendent un téléphone intelligent, soit dit intelligent, de le verrouiller pour décider toutes les applications que vous voulez. Non, c'est pas comme ça. Vous devriez avoir une liberté de choix, une liberté de prendre votre temps, de décider ce que vous voulez faire. C'est pas facile, mais à mon avis, c'est possible. Donc c'est vrai que sur l'explicabilité, je voulais juste dire un mot parce que c'est un problème très difficile. Je voulais juste mentionner qu'en fait, je pense qu'on mélange
souvent deux choses dans l'explicabilité. Il y a le niveau d'explicabilité, c'est de dire en gros qu'est-ce qu'a fait la machine. Ça, maintenant, on arrive à dire la décision est prise plutôt sur tel critère que sur ce critère-là. Et puis après, il y a l'explicabilité fine d'une décision. Ça veut dire expliquez-moi vraiment pourquoi telle personne on a décidé que telle personne a telle maladie ou telle personne justement ne rentre pas dans l'avion. Et donc ça, cette explicabilité fine, je pense qu'effectivement, avec l'apprentissage profond, les méthodes neuronales, effectivement, on n'y a pas accès. C'est-à-dire on peut expliquer en gros ce qui s'est passé, quels sont les critères qui ont été pris en compte, mais on ne peut pas expliquer finement quelle est la décision, quel poids, etc. Ça, je pense qu'il y a deux explicabilités. Il y a une explicabilité qu'on peut donner. On la fait ou on la donne ou on ne la donne pas, c'est un choix. Mais ça, on peut le faire. Mais d'un point de vue presque juridique, de dire donnez-moi l'explicabilité de cette décision, ça, par contre, à mon avis, c'est très compliqué. Mais il faut bien voir que non plus, quand un médecin dit voilà, ma décision, c'est ça. Est-ce qu'il est capable d'expliquer finement exactement tout ce qu'il a pris en compte pour le faire? Est-ce que la part d'intuition, qu'on appelle l'intuition, comment il va la mesurer et expliquer finement? C'est pas facile non plus. Donc on va demander des choses à la machine qu'on ne demande pas forcément à l'humain. C'est tout à fait normal, hein. On ne fait pas confiance à la machine, c'est une très bonne chose. D'un autre côté, voilà, c'est des choses qu'on demande à la machine alors qu'on ne demande pas à un humain. Expliquez-moi finement. En tout cas, on sait bien qu'il y a une part qui en fait est impondérable et qui est tout à fait normal. Mais par contre, pour la machine, ça, on ne l'admet pas. Je rajouterais juste une phrase, et on peut décider collectivement que dans certains cas, ce n'est pas acceptable. Encore une fois, c'est nous qui décidons ce que font les machines. Donc, il pourrait y avoir une décision collective que dans... Alors, il y a des cas où on l'accepte, et puis il y a des cas, non. Moi, ça ne me choquerait pas. C'est-à-dire que si on décide que dans le cas du juge, si le juge doit être capable d'expliquer son jugement, même si on sait que l'explication ne sera jamais complète, ne sera jamais précise, etc., mais qu'il y a une explication, les juges motivent leur jugement, ne serait-ce que pour être réutilisable après en tant que jurisprudence. Donc on peut demander à une machine qui fasse des choses de ce genre-là de l'expliquer. Elle aura l'avantage sur le juge qu'on peut estimer qu'elle le fera de façon... On pourrait être certain de l'honnêteté de son explication. Oui, Olivier Vasseur, Affaires internationales à l'ONERA. J'ai 3 remarques, en fait, plutôt que des questions. Concernant le choix de société, vous avez mentionné l'aspect de la caissière avec un jugement en disant finalement c'est peut-être un travail répétitif et puis on peut dire qu'il est usant et puis finalement c'est peut-être un métier qu'on pourrait remplacer. Et puis également vous avez évoqué finalement le choix de société que je pense qui est fondamental, mais je pense que la solution risque d'être difficile à trouver. Parce que vous avez également mentionné que certains sont contre l'intelligence artificielle. Donc il y aura dans la société des gens qui diront qu'il faut garder ce type de métier, d'autres qui diront il faut les remplacer, ou voire arrêter un certain nombre de développements. Concernant le temps juridique, tous les exemples, j'ai l'impression, ont concerné la vision du condamné. C'est-à-dire effectivement on prend du temps pour le condamner, pour bien le juger, etc. Je ne sais pas si c'est le même temps qu'on va vouloir ou que va vouloir la victime, qui elle, plus le temps va être long, plus on va la laisser dans cette souffrance. Donc quelque part, effectivement, il y a peut-être un équilibre à trouver dans ce temps, entre le temps du condamné, le temps de la victime, et peut-être le temps instantané que souhaiterait peut-être la victime. Et je reviens sur le premier exposé, vis-à-vis de la volonté d'avoir de plus en plus de données, et je m'interroge, est-ce que ce n'est pas en même temps, pour la société, ceux qui aiment ces données, dire finalement j'ai un maximum de données et j'élimine les intermédiaires qui me traduisent d'une certaine manière avec leur propre biais le monde que l'on regarde. J'ai en tête par exemple les fast thinkers de Bourdieu et finalement si je regarde vite le graphique qui a été montré, alors les personnes âgées ont peu de téléphones portables et puis on voit également sur le graphique voisin que les personnes sans diplôme ont peu de téléphones portables. Il faut bien faire le lien des paramètres qui n'est peut-être pas explicité en dessous des graphiques, puisque les jeunes ont un téléphone portable, mais il y a eu une inflation de diplômes au cours du temps, donc il faut bien comprendre toutes
toutes ces interactions qui ne sont peut-être pas explicitées. Le souhait dans ce cas d'avoir une base de données complète permet de dire je vais pouvoir déconstruire tous les biais que le chercheur ou l'intermédiaire a introduits. Voilà, c'est des remarques et en même temps peut-être des questions. Ce n'était pas une question, mais je vais quand même réagir sur un point, sur le temps de la victime par rapport au temps du condamné. J'aurais tendance à dire que l'informatique en tant qu'outil, en détachant les juges d'un paquet de tâches répétitives, en faisant que l'information circule beaucoup plus vite, etc., l'informatique est très peu utilisée en ce moment dans la justice, pourrait accélérer ce temps pour que le temps soit plus convenable pour les victimes. Par contre, je pense que l'informatique pourrait éventuellement arriver à un temps complètement incompressible de, je ne sais pas, en quelques minutes, on va vous donner une réponse à votre jury. Et ça, ce ne serait pas un temps qui me paraîtrait acceptable pour les condamnés. Donc, encore une fois, on a des outils qu'on va mettre encore 50, 100, 200 ans à développer. Mais il faut décider maintenant ce qu'on va en faire. Ma question, ce n'était pas de donner des réponses. C'était de dire, il y a plein de questions et c'est maintenant à nous de décider ce qu'on va en faire. Je vais juste me permettre de réagir par rapport à l'exemple du procès, parce que je suis juriste. La discussion qui vient d'avoir lieu repose sur l'idée qu'il serait souhaitable de rendre la justice rapidement parce que c'est rendre justice aux victimes. Mais alors, je pense que quand on parle de ça, on pense au procès pénal. Et on ignore totalement ce qu'est le procès pénal en disant ça, parce que la rapidité de la sentence, finalement, a à voir avec la nécessité de rendre justice à la victime. Or, ce n'est pas à la victime qu'on rend justice dans le procès pénal, c'est à la société. Et donc, rendre justice rapidement, ça fait entrer dans une logique qui est complètement étrangère au procès pénal et qui a été écartée pour le procès pénal, qui est celle de la vengeance, en réalité. Donc, je pense que c'est des questions techniques, mais c'est aussi des questions philosophiques, théoriques qui sont importantes. Merci. Et je voulais juste revenir, vous parliez d'enseigner, et ça me semble essentiel, l'informatique, la base, la compréhension de ces machines qui nous entourent. Mais je pense également qu'il y a un manque, parce que vous parliez aussi de choix. C'est le choix de notre société, qu'est-ce qu'on va choisir de faire avec toutes ces machines. Et il serait peut-être bon aussi d'enseigner l'éthique. Parce qu'en fait, sans éthique, le choix sera toujours mauvais. Comme vous disiez, des mauvaises données à la base, on va avoir un mauvais résultat à la fin. Et je pense qu'il y a un manque. Au niveau politique, il y a un manque vraiment d'enseignement de l'éthique, et l'Internet aujourd'hui permet de véhiculer des valeurs qui quelquefois banalisent la violence, le racisme, tout ce qui est en isme, et il faudrait peut-être introduire dans l'éducation quelque chose qui permette de compenser ce manque d'éthique qui peut être véhiculé par Internet. Voilà, merci. Pas pour répondre, mais pour conclure d'abord des remerciements absolus, infinis et multiples, aussi bien à Gilles qu'à Serge pour ces interventions qui nous permettent vraiment de voir les problématiques, et à travers les réactions des unes et des autres, on a vu à quel point on touche à quelque chose de sensible. On est en train de construire quelque chose face à l'inédit. Donc il faut que chacun soit inventif. Je ne suis pas certain que ce soit uniquement des cours. C'est du débat, de la concertation. Et c'est vrai que nous, on a été sensibles, et j'imagine qu'on partage ça avec l'autre espace éthique ici présent et représenté. On a été sensibles à la concertation qui avait été lancée par le Comité consultatif national d'éthique dans le cadre des États généraux de la bioéthique. Et donc, on a envie de concertation. Nous-mêmes sommes à l'origine de certaines initiatives, et Politis veut contribuer à cette concertation. On a vraiment besoin de bénéficier du regard des professionnels sans penser que ce sont les éthiciens qui posent des questions. Ce sont précisément, et c'est toute l'aventure qu'on vit aujourd'hui, les professionnels eux-mêmes qui doivent être en charge de leur responsabilité de ce point de vue-là, et d'apporter à la société les éclairages qui permettent ensuite, au niveau du débat de société, ensuite de notre représentation nationale, bref, ce que vous avez évoqué, de prendre les décisions. Il ne faut pas être naïf. Nous, on voit en matière de bioéthique comment, à travers les années, évoluent les positionnements. Généralement, l'éthique permet à une société de s'habituer à accepter des choses qu'au départ, elle n'acceptait pas. En tous les cas, c'est l'observation qu'on fait en bioéthique depuis 1994. Ce n'est pas pour autant qu'on est désespéré. Ça prouve que la société mature, évolue. Il faut savoir jusqu'où et comment l'ordre social, d'une certaine manière, le bien commun, sont préservés dans des situations qui génèrent, et vous l'avez dit à un moment donné, beaucoup d'injustice et de vulnérabilité qu'on ne soupçonne parfois pas. Juste pour répondre à votre affaire, j'invite les unes et les autres qui participent à ce colloque
à nous envoyer des textes aussi. Vous avez remarqué que Politis est très gourmand, et certains y ont déjà apporté leur savoir, et gourmand de transmission de savoir, d'échange. Et donc, tous les textes, je pensais à madame qui faisait son restitution de son expérience. Je pense que votre proposition a un statut important, c'est votre expérience de soignante, confrontée à ces évolutions. Donc, soyez les bienvenus. Tous les textes, vous regarderez sur le site de Politis, seront les bienvenus.